Merci Madame la Présidente. On est particulièrement heureux d'être ici aujourd'hui et donc nous on va parler de la difficile mission qui est la nôtre de combiner donc notre mission sociale avec une réalité, un contexte économique en perpétuel changement. Pour l'instant on passe de crise en crise et nous c'est vraiment H24, c'est vraiment depuis 2 ans et maintenant avec la crise ukrainienne, on passe vraiment d'une crise à l'autre. Je suis donc directeur de l'ETA Citeco, administrateur à la FEBRAP. Citeco, ça dit peut-être quelque chose à certains d'entre vous qui travaillez ici, puisque c'est nos équipes qui entretiennent donc les espaces verts ici. Ils viennent quasiment toutes les semaines dans les espaces verts du Parlement. Donc je vais vous parler donc de ça. Ma collègue donc Valérie Bourdin, qui est assistante sociale à la PAM, parlera après moi et fera un témoignage plus parlant, spécifique sur le suivi social de nos travailleurs. Alors donc notre mission, pour réaliser notre mission, on doit jouer avec toute une série de curseurs. Un des curseurs principaux, c'est forcément nos subsides qui vont représenter une bonne partie de nos recettes. Alors il faut savoir grosso modo, pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas la mécanique de subsides, les travailleurs en situation de handicap ont une lettre, une catégorie professionnelle qui va déterminer leur niveau de subventionnement. Ce niveau de subventionnement est a uniquement l'objectif de compenser la perte de rendement de la personne, donc de ne pas procurer un avantage économique à l'entreprise et simplement ramener la personne qui est plus lente, qui a besoin de plus d'adaptation, de la ramener à un niveau normal pour simplement pouvoir être concurrentiel par rapport à nos concurrents, que ce soit privés, publics ou autres. Alors vous voyez, A étant faiblement handicapé, F étant très fortement handicapé, on a grosso modo une majorité de personnes C, D et E dans nos ETA. On garde quand même une proportion importante de personnes faibles et ça nous est d'ailleurs imposé dans les décrets. On doit garder des personnes E et F dans nos ETA. Alors grosso modo, donc, on a 52% de notre budget qui est assuré par les subsides, 48% qui est assuré par l'activité économique. Alors ça va varier d'une ETA à une autre en fonction de la grandeur, en fonction du type d'activité, en fonction justement des catégories professionnelles qui sont présentes au sein de l'ETA. Mais grosso modo, on est là-dedans. Vous voyez quand même que l'activité économique représente une part importante de notre budget et ne doit pas être négligée. Alors depuis les années 80, on voit donc depuis que les ateliers protégés sont devenus entreprises de travail adapté, on a vu quand même un changement massif du contexte socio-économique spécifique bruxellois, puisque quand on parle des ETA bruxelloises, on parle des ETA qui sont présentes dans une ville qui a profondément changé en termes de tissu économique. On voit apparaître une concurrence low cost, que ce soit dans les pays de l'Est, dans les pays asiatiques, mais aussi au sein de la Belgique, j'en parlerai un peu plus tard. On voit quand même une désindustrialisation massive de notre région vers une économie tertiaire, une économie de services. Et donc là-dessus, on peut plus se dire simplement qu'on va être des supports à l'industrie, mais on doit aussi devenir, nous, des entreprises de services. Et troisième point, l'automatisation, la robotisation, exemple le mailing, qui représentait une bonne part de nos activités il y a encore de ça quelques années, mais avec l'automatisation, l'apparition de nouvelles machines, l'être humain, la main humaine devient beaucoup moins indispensable. Alors heureusement, on va garder quand même une série d'activités historiques. On voit encore quand même dans les ETA beaucoup d'assemblages qui réalisaient du conditionnement. Malgré tout, la plupart des mailings que vous allez recevoir sont réalisés en ETA, en tout cas quand il y a besoin d'une intervention humaine importante. Le scanning, le jardinage, il y a 5 ETA de jardinage actifs sur la région bruxelloise. Donc
il y aura toujours une activité de base qui restera, mais avec quand même aussi des nouvelles tendances. Vous avez entendu forcément toutes ces nouvelles tendances qui arrivent sur le marché, l'économie circulaire, l'upcycling, vous avez vu la vidéo de l'ouvroir avant, l'agriculture urbaine qui est une thématique qui revient de plus en plus aussi, qui va sans doute pouvoir procurer du travail pour nos ETA. Le conditionnement et la production alimentaire qui a une tendance à se relocaliser en ville. On parlera par exemple de l'exemple de Sociago avec Manufast. Et aussi, puisqu'on est essentiellement dans un tissu de PME, de TPE, des petites enclaves, c'est-à-dire de la petite mise à disposition de personnes dans des ETA, dans des start-up, dans des petites entreprises qui ont besoin parfois de renforts en personnel. Ça, c'est des tendances de fond qu'on voit, mais tout ça change et change de plus en plus vite. Donc nous, en tant qu'entrepreneurs sociaux aussi, on se doit d'être très réactifs et de plus en plus vite. Alors, au niveau de notre résultat consolidé, on a la chance d'avoir un groupe de travail au sein de la FEBRAP qui analyse nos chiffres pour un petit peu voir vers où on va. Alors, les résultats ces dernières années ont tendance un petit peu quand même à se tasser, à diminuer fortement. Donc, vous avez dans le premier graphique l'évolution de notre résultat d'exploitation consolidé. Et vous voyez que depuis 2017, on est en diminution permanente. À partir de 2019, on passe en négatif. 2020 est spécialement positif parce qu'on a recouru massivement au chômage pour force majeure avec la crise du Covid et on a eu une aide spéciale du gouvernement pour compenser nos pertes. Donc 2020, s'il n'y avait pas eu l'aide à ce moment-là, serait bien pire qu'en 2019. On n'a pas encore les chiffres de 2021, mais ils ne sont pas bons non plus. On a une majorité de TA qui est en perte. Donc voilà, vous voyez quand même que les montants sont quand même importants et qu'on n'est une nouvelle fois pas là pour faire du profit. On est simplement là pour au moins être à zéro à la fin de l'année. Si bénéfice il y a, il sera réinjecté dans l'outil, soit pour développer plus les activités, soit pour simplement améliorer le confort de nos travailleurs. Plus inquiétant, vous voyez l'évolution de la marge brute, donc là c'est ce qui est le plus parlant. Vous voyez donc que depuis 2018, donc avant la crise Covid, elle avait déjà tendance à diminuer très fortement parce qu'on a simplement des ETA qui sont plus actifs justement dans des métiers traditionnels et qu'il va falloir reconvertir massivement et rapidement. Alors, la crise Covid, elle a eu un impact pour chacune d'entre nous, forcément. Alors nous, on était un secteur particulier, puisque dans notre grande majorité, on ne pouvait pas recourir au télétravail. Donc on a dû, c'est le cas de le dire, on a dû beaucoup s'adapter. On a eu une première phase où la plupart d'entre nous ont dû fermer, purement et simplement. Donc avec tous les frais fixes qui continuaient, on a dû fermer nos ETA. Une deuxième phase, on a dû gérer les quarantaines, on a dû gérer la vaccination, on a dû gérer les masques, on a dû gérer les distances sociales. C'était une gestion de crise, vraiment, tous les jours. Et alors maintenant, on arrive à la troisième phase, qui est, on l'espère, une sortie de crise, avec des secteurs économiques fragilisés, certains clients qui sont fragilisés autour de nous, des matières premières qui n'arrivent plus, des matières premières qui explosent, ça c'est plus maintenant, plus récemment avec la crise ukrainienne, et donc on a vraiment ce sentiment de passer de crise en crise, et on est, en tant qu'entreprise, directement impacté. Alors, petite question à l'Assemblée, est-ce que vous savez ce que c'est? Ce que ce bâtiment représente? Non? Alors, ce n'est ni un hôpital, ce n'est pas une école, ce n'est pas un centre culturel, c'est la future prison de Haaren qui va coûter à l'État fédéral 1 milliard d'euros. Alors, pourquoi est-ce qu'on la montre? Ça, c'est typiquement une concurrence qui va nous arriver et qui sera très importante dans les prochaines années. Il est prévu dans cette nouvelle prison des ateliers de production dans des métiers qui sont très très proches des nôtres. Conditionnement, menuiserie, reliure, travail du fer, tout ça. Donc des centaines de postes de travail qui sont créés. Alors on trouve très chouette qu'il puisse y avoir un travail utile aussi en prison. Le problème, c'est la concurrence déloyale que ça cause. Un prisonnier touche entre 1,5 € et 2 € de l'heure, et la prison va facturer à ses clients entre 5 et 6 € de l'heure. Et donc, on va devoir de nouveau massivement et rapidement revoir notre modèle économique, mais là, notre demande, elle est très claire. Ce n'est pas arrêter le travail en prison, c'est simplement aligner les prix. Alors,
comparé à ce futur bâtiment à 1 milliard d'euros, ben, voilà, moi j'ai envie de mettre cette image-là. Cette image-là, elle représente quoi? Elle représente globalement l'état du bâti immobilier bruxellois. On est dans des bâtiments qui sont vieillissants, on est dans 90 000 mètres carrés d'ateliers quand même, qui ont besoin d'être régulièrement reconvertis à nos activités. Alors on a 90 000 mètres carrés d'ateliers. Pour l'instant, dans les budgets, je dirais, normaux qui nous sont réservés d'année en année, on est à 100 000 euros par an. Alors, ça ne veut pas dire qu'à 100 000 euros qui est marqué dans les arrêtés, mais tout passe par de l'exceptionnel. Alors, qu'est-ce que ça crée comme problème? C'est qu'à partir du moment où une ETA investit, elle va mettre 2, 3, 4 ans, 5 ans à être payée. Et on a calculé que si toutes les ETA demandaient en même temps tout leur budget, ben, il nous faudrait 270 ans pour recevoir l'entièreté du budget. Alors, je le dis un peu en boutade, mais par rapport à des ETA qui ont des trésoreries compliquées, eh ben, ça crée des vraies problématiques parce qu'on ne sait plus investir et parce qu'après, on n'a plus d'argent pour le reste. Donc là, on demande vraiment à ce qu'il y ait une augmentation massive des budgets disponibles pour ça. Il nous est aussi impossible pour l'instant de combiner des subsides infrastructures au niveau de la COCOF avec d'autres subsides type IBGE. C'est pour l'instant pas prévu, alors qu'en 2050, tous les bâtiments devront être minimum C+. Ça nous est tout simplement impossible pour l'instant. Donc là, il y a vraiment quelque chose à revoir. Et je pense que le contraste entre l'image d'avant et l'image ici est relativement parlante. Alors, on repart de l'étude Syriec. On ne va pas rentrer dans le détail de cette étude, mais donc, quelques points qui sont importants de mentionner. Les subsides nous sont indispensables. Si demain, les subsides s'arrêtent, toutes nos ETA s'arrêtent aussi. On a besoin, dans nos ETA, de 3 à 4 fois plus de ressources humaines qu'ailleurs, dans aussi des fonctions de support, pas que des moniteurs, mais typiquement un travail commercial dans une ETA, il met plus de temps, un travail informatique, un travail comptable, un travail RH, tout ça met beaucoup plus de temps qu'ailleurs. Il est également nécessaire pour nous de combiner nos subsides structurels de la COCOF avec d'autres sources de financement, ACS, Maribel, appel à projet, sans jamais dépasser les 100% de subsidiation. Ce n'est pas notre optique aussi. Mais pour s'en sortir et pour justement être dans une dynamique de développement d'activités, d'entrepreneuriat social, on doit avoir ces ressources supplémentaires. On a des coûts indirects plus importants qu'une entreprise ordinaire. Ça, je l'ai déjà dit, puisqu'on doit continuellement adapter nos postes de travail. On va toujours mettre plus de temps à ça. Et on a un taux d'absentéisme qui est de 15 à 25%, qui est directement lié aux pathologies qui peuvent se retrouver dans nos ETA. Et donc ça, bien souvent, le premier mois étant à charge de l'ETA, bien souvent c'est une charge supplémentaire qu'il faut intégrer. Hein, on va compter qu'on a jusqu'à 25% d'absents dans notre personnel. Voilà. Ça, c'était le tableau économique qui n'est pas tout rose, mais ça fait partie de notre métier. On continuera à s'adapter et à se battre pour ça. Dans toute décision économique, on va toujours mettre l'humain au centre. Il ne va être jamais question de mettre l'humain après toute décision économique dans un critère de rentabilité. Donc, la crise Covid l'a bien montré. On a dû mettre toute une série de personnes, toutes les personnes qui n'étaient pas indispensables, on les a mis au chômage, force majeure. Qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que notre rentabilité horaire était plus élevée. Ça veut dire qu'en temps normal, on maintient une série de personnes dans nos camionnettes de jardinier, par exemple. En fait, on a remarqué qu'on était plus efficace à 4 qu'à 5, mais en fait, on va continuer à être à 5. Hein, donc, on va continuer à être en surnuméraire, quitte à être moins rentable. On continuera donc à adapter les tâches. Donc, on va toujours accepter des boulots en fonction des capacités des travailleurs. Il ne va jamais être question de se dire on prend le boulot puis on verra qui le fera. Non, ça ferait partie de notre critère de sélection de nos activités économiques. C'est toujours de voir est-ce que notre personnel peut le faire. On en parlera avec Valérie après, le soutien social et les aménagements raisonnables qui font partie de notre ADN à travers à la fois le soutien social que chaque ETA peut mettre en place et de manière transversale ce qui est mis en place par la FEBRAP. Et alors, quelqu'un qui vieillit,
ben, on ne va pas le mettre sur le côté, on va lui trouver des tâches qui vont évoluer, qui vont être adaptées en fonction de cette nouvelle situation. Donc par exemple, nous, un jardinier qui a 55 ans, qui a mal au dos, ben, on l'a reconverti plus récemment dans la nouvelle activité qu'on a lancée de collecte de livres. Voilà, c'est typiquement le genre de choses qui va être moins sans doute développé dans des entreprises ordinaires.